Oui, bah, avec plaisir. D'accord, merci. Donc aujourd'hui, on va faire une des valvulopathies les plus fréquentes et les plus fréquemment rencontrées dans les services de cardiologie ou les services de chirurgie cardiaque. C'est le rétrécissement aortique. Donc le rétrécissement aortique est parmi les pathologies qui peuvent toucher la valve aortique. On a une autre pathologie, c'est l'insuffisance aortique, donc, ou l'association rétrécissement et insuffisance aortique. Donc, mais aujourd'hui, on va consacrer notre présentation à cette valvulopathie sténosante. Donc, quels sont les objectifs de cette formation ou de cette présentation et de connaître la définition d'un rétrécissement aortique. Normalement, à la fin de cette présentation, vous serez capable de définir un rétrécissement aortique et de connaître les trois principales étiologies de cette valvulopathie. Savoir identifier la triade symptomatique à l'effort, on va voir que les patients porteurs de cette valvulopathie souffrent toujours d'une dyspnée d'effort, de syncope d'effort et de longueur à l'effort, d'accord, qui conduisent à la suspicion diagnostique devant les malades porteurs à l'examen physique d'un souffle éjectionnel au foyer aortique. Comme vous savez que le foyer aortique se trouve au niveau du deuxième espace intercostal droit. Donc, c'est un souffle éjectionnel. Donc, savoir le rôle essentiel de l'écoqueur, donc le médecin au cabinet ou au niveau de la consultation, il va suspecter le diagnostic. La confirmation sera faite par l'écoqueur. Donc, l'écoqueur qui va trancher est-ce que ce malade est porteur de cette valvulopathie ou non. Savoir que l'apparition des symptômes marque un tournant évolutif, c'est-à-dire que les malades, une fois ils installent une symptomatologie fonctionnelle, il faut les opérer le plus tôt possible, d'accord? Puisqu'il y a, on va voir après dans le chapitre évolution, il y a le risque dans 25% des cas de mort subite. Savoir poser l'indication opératoire en cas d'un raidissement aortique serré symptomatique. Connaître le pronostic sombre des formes serrées symptomatiques en absence de traitement. Le pronostic, on vient de, c'est le risque de la mort subite, le risque, disons, de cardie, des dysfonctions ventriculaires gauche, etc. Savoir mesurer le rapport risque-bénéfice des deux types de prothèses. On a deux types de prothèses, les bioprothèses et les prothèses mécaniques. On va voir dans le chapitre thérapeutique les avantages et les inconvénients de chaque prothèse. Et enfin, connaître qu'il existe des alternatives à la chirurgie, puisqu'on va voir qu'il y a des patients fragiles qui ne peuvent pas subir une chirurgie à cœur ouvert sous circulation extracorporelle pour faire implanter ces prothèses mécaniques ou biologiques. Donc actuellement, avec le développement technologique, on peut, chez ces malades à risque, au risque opératoire, implanter ces prothèses par voie percutanée, technique appelée le TAVI. Suivant. Donc, le plan de cette présentation, on va faire la définition de cette valvulopathie. Quel est l'intérêt de la question? Petit rappel sur l'anatomie de la valve aortique. On va parler des étiologies de cette valvulopathie. On va voir les lésions anatomiques observées chez les malades porteurs de cette valvulopathie. Puis, on va voir les conséquences physiopathologiques sur le cœur, sur la circulation, sur les poumons chez les malades porteurs de cette valvulopathie. On va voir la présentation clinique et les différents examens complémentaires nécessaires pour la confirmation diagnostique, ainsi que les différentes formes cliniques. Puis, on va éliminer les pathologies qui peuvent avoir la même présentation acoustique ou sonore de cette valvulopathie. Puis, on va voir l'évolution et les complications qui peuvent se voir chez les malades qui refusent le traitement ou les malades qui ne veulent pas être opérés, ainsi que leur pronostic après. Et on terminera avec le chapitre thérapeutique. Suivant. Donc, comme définition, le rétrécissement aortique se définit comme une réduction permanente de la surface de l'orifice aortique. Donc, on a une réduction, donc une diminution de la surface aortique. La surface mètre carré de cet orifice. L'orifice aortique, c'est un orifice qui se trouve, comme vous voyez ici dans cette image, entre le ventricule gauche et la aorte ascendante, d'accord? Donc, c'est un orifice où se trouve cette valve aortique. Donc, il y aura un obstacle fixe à l'éjection systolique du sang du VG vers l'aorte. Donc, le sang oxygéné
Donc, lorsqu'il sort du Variable Art, il va trouver cet obstacle. Donc, cet obstacle est nommé rétissement aortique. On passe à l'intérêt de la question. Donc, c'est la plus fréquente des valvulopathies. Elle représente 30% des cas de valvulopathie observés chez l'adulte. La prédominance, elle est masculine. On va voir la semaine prochaine que le rétrécissement mitral est le plus fréquent chez les femmes par rapport aux hommes. Mais le rétrécissement aortique, et à l'inverse, il est plus fréquent chez les hommes que les femmes. L'étiologie de le rhumatisme articulaire aigu dans les pays sous-développés. Le diagnostic est très simple, c'est à l'écho-cœur qu'on va confirmer le diagnostic de cette valvulopathie. Le traitement est chirurgical, il n'y a aucun traitement médical qui permet la guérison de cette valvulopathie et repose sur le remplacement prothétique aortique. On passe. Suivant. Donc, un petit rappel sur l'anatomie de la valve aortique. La valve aortique, c'est une valve parmi les 4 valves cardiaques. Elle se trouve au niveau de l'orifice aortique qui sépare l'aorte du ventricule gauche. D'accord. Donc, quelques paramètres. Donc, la circonférence aortique varie entre 65 et 70 mm avec un diamètre d'environ 20 mm. Pour la surface, elle est de l'ordre de 3 à 4 cm². Au niveau de la valve aortique, on a des cuspes au nombre de 3. Donc, on a la cuspe coronaire droite, c'est la cuspe qui se trouve en regard de l'orifice coronaire droite. La cuspe coronaire gauche, c'est la cuspe qui se trouve en regard de l'orifice coronaire gauche. Et la dernière, c'est la cuspe dite non coronaire. On passe. Donc, comme vous voyez ici dans ces images, d'accord, anatomiques, donc vous voyez ici l'orifice aortique avec sur l'image de gauche, on voit ici en bas, c'est la chambre de chasse du ventricule gauche. Et au niveau aortique, on trouve l'orifice aortique avec les cuspes aortiques. Ici, on voit ici, si vous devinez, les ostia coronaires. D'accord. On passe. Suivant. Donc, vous voyez ici, c'est une coupe anatomique des 3 orifices aortique, pulmonaire, tricuspide et l'orifice mitral. Donc, vous voyez ici en rouge, c'est l'aorte, c'est l'orifice aortique. Il est muni de valves aortiques constituées de 3 cuspes. Vous voyez ici l'ostia coronaire gauche et l'ostia coronaire droite, d'accord, avec la cuspe coronaire droite et gauche respectivement. Et la dernière, c'est la cuspe non coronaire. Suivant, diapositive prochaine. Donc, pour les étiologies, on a 3 principales étiologies qu'il faut les avoir en tête, surtout pour un médecin généraliste. Donc, le rétissement aortique d'origine dégénérative. Donc, dégénératif, donc cette maladie, elle est appelée maladie de Meckelberg. Dégénérative, elle se voit chez les sujets âgés. Donc, c'est la plus fréquente dans les pays développés. Elle se voit chez les populations âgées. Elle est caractérisée, si on voit en opératoire, par l'énorme quantité de calcium au niveau des 3 cuspes aortiques. Donc, mais on ne trouve jamais une symphyse ou soudure entre les commissures. Comme vous savez tous que les commissures, ce sont la zone délimitée par 2 cuspes. La cuspe coronaire droite ou gauche, ou la gauche et droite, et la gauche et la non coronaire. Le rétissement aortique sur la bicuspidie aortique. La bicuspidie, comme vous le savez tous, c'est une cardiopathie congénitale. Au lieu de trouver au niveau de l'orifice aortique 3 cuspes, il y a des êtres humains qui naissent avec 2 cuspes aortiques. Donc, c'est une malformation au niveau de la valve aortique. Donc, c'est la première étiologie si l'âge est inférieur à 70 ans. Au lieu de 3, on a 3 sigmoïdes aortiques. C'est une malformation congénitale la plus fréquente. D'ailleurs, dans les pays développés, puisqu'elle touche 1-2% de la population, ils font un dépistage systématique de la population pour rechercher cette malformation cardiaque, puisque ces malades porteurs de cette valvulopathie vont développer, après plusieurs années, un rétissement aortique.
On trouve toujours une association fréquente à une dilatation de l'aorte ascendante. C'est quoi une dilatation? La dilatation se définit par une augmentation de calibre au niveau de l'aorte ascendante. Pourquoi ces malades porteurs de cette valvule? C'est d'origine histologiquement, ils ont trouvé que les malades porteurs de cette valvulopathie ont une fragilité tissulaire au niveau de leur paroi aortique, raison pour laquelle ils développent cette association représentée par la dilatation de l'aorte. La physiopathie est associée des contraintes hémodynamiques liées à l'existence de deux feuillets, donc les contraintes mécaniques. Donc, au lieu qu'on a trois cuspes qui supportent le stress exercé lors de la fermeture de la valve aortique, on a deux cuspes qui vont supporter ce stress au lieu de trois. Donc, des processus proches de se rencontrer dans le rétissement aortique, c'est-à-dire le dépôt calcaire au niveau de ces cuspes aortiques. On passe. Pour le rétissement aortique d'origine rhumatismale qui est fréquent dans les pays sous-développés, même dans les pays africains, c'est le rhumatisme articulaire aigu, donc chez tout généralement les sujets jeunes et les sujets d'âge moyen. Anatomiquement, on a des feuillets qui sont épicés, rigides, très rétractés avec des surfaces qui sont diminuées, parfois calcifiées. Et la lésion élémentaire caractéristique, on trouve la fusion commissurale. Donc, je vais vous montrer dans le chapitre anapath, c'est quoi la fusion commissurale. Donc, cette valvulopathie a également d'autres étiologies, comme les causes congénitales. Ce sont des enfants qui naissent avec une malformation au niveau de la valve aortique, c'est-à-dire une valve aortique sténosante à la naissance, d'accord? Donc, actuellement, avec le développement, on peut faire le dépistage antinatal par une échocardiographie prénatale, fœtale. Les malades ayant également une insuffisance rénale chronique, également chez les malades ayant subi dans leur passé une radiothérapie pour un lymphome médiastinal ou pour un carcinome mammaire. Donc, après plusieurs années, les rayons vont léser les cuspes aortiques. Ces malades, j'ai rencontré plusieurs cas de malades opérés, qu'on a opérés pour lotissement aortique post-radique, c'est-à-dire post-séance de radiothérapie. La xanthomatoseuse tenduneuse, ce sont des pathologies également avec atteinte de la valve aortique et chez les malades ayant une hypercholestérolémie d'origine familiale, d'accord? Mais il faut toujours retenir que les trois principales étiologies dans les pays développés, c'est la maladie de Meckelberg. Dans les pays africains et les pays sous-développés, c'est l'atteinte rhumatismale. Et enfin, la bicuspidie aortique comme étiologie, troisième étiologie. On passe. Donc, on va voir quelles sont les lésions anatomiques observées dans telle ou telle étiologie pour les lésions valvulaires et les lésions extravalvulaires. Les lésions valvulaires aortiques, dans la maladie dégénérative de Meckelberg, donc on voit des valves anatomiquement qui sont épaissies. Épaissies signifie qu'il y a une augmentation de l'épaisseur de ces cuspes aortiques. Normalement, la valve aortique, elle est fine, rigide. Normalement, la valve aortique, elle est souple, elle devient rigide. Sans véritable sténose, on voit le dépôt, l'énorme quantité de calcaire au niveau de ces cuspes aortiques. Il y a un risque embolique. On a perdu des malades avant l'acte chirurgical, puisqu'il y aura le détachement des blocs calcaires. Ils vont obstruer rapidement les os coronaires. Le malade, il va faire un édème extensif et la mort, elle est imminente. Et les troubles de la conduction, puisque la progression des calcifications vont toucher le septum interventriculaire, là où passe le fils de His. Donc, ces calcifications vont léser le faisceau de His, donc responsable de la transmission de la stimulation au niveau cardiaque. Donc il y aura des troubles de la conduction ou des BAV. Pour la bicuspidie congénitale, c'est clair, une fois on ouvre l'aorte pour le remplacement, au lieu de trouver trois cuspes aortiques, on trouve toujours deux cuspes aortiques, une antérieure et l'autre elle est postérieure. Pour l'origine rhumatismale, donc on trouve une fusion d'une, deux ou plus souvent trois commissures, ce qui fait la distinction avec l'atteinte dégénérative. La dégénérative, on trouve des commissures qui sont libres, d'accord, ce qui fait que le chirurgien, d'accord, peut faire la différence est-ce que l'atteinte elle est dégénérative ou elle est secondaire à une atteinte rhumatismale.
épaississement, rétraction des sigmoïdes et des calcifications. Ces calcifications également sont très dangereuses, d'accord? Elles peuvent s'emboliser, partir vers les os coronaires, vers le cerveau, les membres, etc. Les lésions extravalvulaires, donc on a une dilatation asymétrique de l'aorte ascendante. Dilatation signifie qu'il y a une augmentation du calibre de l'aorte ascendante. Pourquoi elle est symétrique? Puisque normalement le flux sanguin à la sortie, normalement, il est axial. Mais une fois on a une valve aortique malade calcifiée, donc il y aura la déviation de ce flux vers une des parois aortiques. Donc, au lieu de partir de façon axiale au niveau de la lumière aortique, il va taper directement au niveau de la paroi aortique, ce qui entraîne cette dilatation asymétrique de la paroi aortique. Également, au niveau du ventricule gauche, on trouve l'énorme, l'HVG, c'est parmi les mécanismes de défense. Donc, le VG va lutter contre cet obstacle. Donc, il va s'hypertrophier. Donc, l'hypertrophie, on va la diagnostiquer électriquement et également à l'écho-cœur. Suivant. Donc, comme vous voyez dans cette diapositive, les images sur l'image de gauche et sur l'image de droite. Sur l'image de gauche, c'est une image péropératoire. Vous voyez que l'orifice aortique est constitué de 3 cuspes. On voit au niveau du corps de chaque cuspe, on voit les calcifications. Et vous voyez la symphyse. Donc, la symphyse, c'est une soudure entre la cuspe coronaire droite et la non coronaire, d'accord? Donc, elle est symphysée, d'accord? Sur l'image de droite, c'est une image post-mortem d'un malade décédé suite à une mort subite. Donc, à l'autopsie, ils ont trouvé que l'énorme quantité de calcification, et vous voyez que les 3 commissures sont libres, d'accord? Et l'importance, la quantité de calcaire au niveau de chaque cuspe aortique. Donc, le détachement d'une de ces calcifications, elle peut obstruer directement l'orifice coronaire et le malade peut faire la mort subite. Donc, il se voit dans 25% des cas, d'accord? Raison pour laquelle, une fois que le malade est diagnostiqué, d'opérer ces malades le plus tôt possible. On passe. Donc, sur le plan physiopathologique, donc on a un obstacle fixe à l'éjection du sang de VG vers l'aorte. Donc, il y aura la création ou l'apparition d'un gradient de pression entre le VG à la pression élevée et l'aorte ascendante à pression normale. Donc, comme la semaine prochaine, dans le lotissement mitral, on trouvera toujours un gradient entre l'oreille gauche et le ventricule gauche. C'est la même chose pour le lotissement aortique. Cet obstacle va créer un gradient de pression, puisqu'un gradient, donc il y a une différence de pression entre le VG et l'aorte. Quelles sont les conséquences anatomiques? Sont l'hypertrophie ventriculaire gauche. C'est quoi l'hypertrophie? C'est l'augmentation de l'épaisseur de la paroi du ventricule gauche. Puisqu'il va lutter contre un obstacle, il va s'hypertrophier. Avec une augmentation de la masse myocardique, le cardiologue peut, lors de la réalisation de l'écho-cœur, mesurer le poids du cœur. Donc, il y a des paramètres et des chiffres de normalité du poids cardiaque. Donc, généralement, chez les malades ayant un lotissement aortique, on trouve toujours une augmentation du poids cardiaque. Le débit cardiaque au repos, il est conservé, pour la raison pour laquelle que ces malades sont asymptomatiques au repos. Ils sont symptomatiques d'abord à l'effort. En particulier pendant la phase compensée, donc la phase où le malade est asymptomatique. À la phase décompensée, c'est la deuxième phase, le débit cardiaque au repos il est diminué et apparaissent alors la dyspnée d'effort puis la dyspnée de repos. Donc, le malade va développer cette orthopnée. Donc, les signes fonctionnels sont la conséquence directe de l'obstruction. Comme on a déjà parlé dans les objectifs pédagogiques de cette présentation, c'est les syncopes, angor et dyspnée d'effort. Suivant. Donc, on passe le chapitre clinique. Donc, quelles sont les circonstances de découverte de cette valvulopathie? Lors d'un examen systématique, par exemple, lors d'un examen d'embauche ou si je fais un syndrome d'EPA, je fais à la consultation médicale,
Donc, le médecin va faire une auscultation, il va trouver un souffle systolique éjectionnel au niveau du deuxième espace intercostal droit, où je suis déjà connu, que j'ai déjà fait des poussées de rhumatisme articulaire aigu à l'enfance ou à l'âge de l'adolescence. Donc, le médecin, lors de mon suivi, va découvrir que j'ai développé un souffle systolique au niveau du deuxième espace intercostal droit. Symptomatologie évocatrice, d'accord, ou lors d'une complication, par exemple, je fais des syncopes, je fais des malaises, je fais une endocardite infectieuse ou des troubles de rythme. Donc, ce sont les circonstances, les complications qui peuvent révéler cette valvulopathie. Sur le plan fonctionnel, on a une valvulopathie qui reste longtemps, c'est-à-dire pendant plusieurs années asymptomatique. Les signes fonctionnels qui ramènent les malades à consulter apparaissent lorsque le rétrécissement aortique devient serré. Un rétrécissement aortique serré se définit avec une surface aortique de l'ordre ou variant entre 0,75 à 1 cm². Si vous vous souvenez que lors du rappel anatomique, on a dit que la surface aortique varie entre 3 et 4 cm². Si on fait une petite comparaison, donc le malade devient symptomatique lorsqu'il y a une réduction de plus de 75% de la surface de l'orifice aortique. De 4 à 1, donc c'est une réduction de presque de 75% de la surface aortique. La triade symptomatique d'effort, comme on a déjà parlé, la dyspnée d'effort. Donc, le malade, lors de la montée des escaliers, la marche, il présente un essoufflement à l'effort qui est très fréquent. Longueur d'effort, comme vous savez tous que l'irrigation des artères coronaires, elle se fait à partir en diastole, donc il y aura une diminution de la pression puisqu'on a une diminution du débit cardiaque. Donc, il y aura une diminution de la quantité du sang qui passe au niveau coronaire, raison pour laquelle les malades présentent longueur à l'effort, d'une part, et d'autre part, on a cet HVG. Donc, les besoins myocardiques à l'effort vont augmenter puisqu'on a un cœur qui est très musculé. Donc, si ces besoins ne sont pas couverts correctement, donc le malade devient symptomatique, il présente longueur d'effort. Syncope d'effort. Donc, à l'effort, normalement, les besoins du cerveau en oxygène augmentent, mais vu la présence de cet obstacle, il n'y aura pas la couverture de ses besoins. Donc, le malade va faire ses syncopes et de l'hypothymie par hypoperfusion cérébrale. Également, le malade peut faire une syncope de repos, peut-être liée à un BAV ou à un trouble de rythme ventriculaire grave, secondaire à l'HVG. Suivant. Quels sont les signes physiques retrouvés lors de l'examen clinique? Donc, le choc de pointe, il est déplacé en bas et à gauche, secondaire à cet HVG. On a la palpation, on sent le thrill à la palpation au niveau du foyer aortique, mais le signe le plus important, le primordial, c'est un signe auscultatoire, c'est le souffle systolique, donc il faut avoir ces caractéristiques auscultatoires en tête. Il est éjectionnel, il est à max mésosystolique, il est rude, il est râpeux, séjour au niveau du deuxième espace intercostal droit avec irradiation vers les vaisseaux du cou. B2, il est atténué à abouli dans les formes évoluées avec rétrécissement aortique calcifié. C'est quoi le B2? C'est le bruit de fermeture des valves aortiques et pulmonaires. Pourquoi il est atténué? Puisqu'on a une valve qui ne bouge pas. D'accord? Elle est calcifiée, donc elle est immobile, donc il n'y aura pas ce bruit. On peut voir à l'auscultation un petit clic protosystolique, c'est-à-dire au début de la systole, qui témoigne de la présence de certaines mobilités valvulaires aortiques. Le pouls, il est petit à ralenti puisque le débit cardiaque, il est diminué, surtout à la phase décompensée. La pression artérielle, elle est basse avec pincement de la différentielle puisque le débit cardiaque, il est diminué. Il n'y a pas de sang qui passe dans l'aorte, donc la pression artérielle est diminuée avec réduction de l'écart entre la pression artérielle systolique et la pression artérielle diastolique. On passe. Donc, cliniquement, il faut suspecter le diagnostic devant la triade symptomatique, devant ces signes auscultatoires. Donc, il y aura, après, on va demander quelques examens complémentaires dans l'ECG, la radiographie pulmonaire et
l'écho-cœur. Pour la radiographie pulmonaire, elle reste longtemps normale. On peut trouver l'aspect globuleux du cœur avec une saillie de l'arc inférieur gauche. Quand vous savez tous que sur le côté gauche, on a trois arcs. L'arc supérieur gauche, c'est en rapport avec le bouton aortique. L'arc moyen gauche, c'est en rapport avec l'artère pulmonaire. Et enfin, en bas, c'est l'arc inférieur gauche en rapport avec le VG. Donc, il devient plus saillant puisque c'est secondaire à cet HVG. On peut trouver la saillie à droite de la partie initiale de l'aorte ascendante, secondaire à cette dilatation asymétrique, d'accord. Parfois, des calcifications valvulaires aortiques qui deviennent surtout la radiographie pulmonaire profil et dans les formes décompensées, on peut trouver les signes de surcharge pulmonaire qui sont les lignes B de Kerley et les opacités floconneuses dans les formes compliquées d'OAP. On passe. Donc, comme vous voyez ici, sur l'image de gauche, vous voyez l'arc inférieur gauche, il est convexe. Et on voit l'aspect convexe de l'axe supérieur droit en rapport avec cette dilatation asymétrique du bouton aortique. Elle est indiquée par ces trois flèches. Sur l'image de droite, sur la radiographie pulmonaire de profil, d'accord, vous voyez les calcifications au niveau, on regarde l'orifice aortique, indiqué par ces trois flèches noires. Mais il faut avoir en tête qu'une radiographie normale n'élimine pas que je suis porteur de cette valvulopathie grave. Sur le plan électrique, elle peut être strictement normale, donc même pour l'ECG, un ECG normal n'élimine pas que je suis porteur de cette valvulopathie. Donc on peut trouver des signes indirects comme les signes d'HVG systolique, représentés par l'indice de Sokolov dépasse 35 mm avec des ondes négatives et asymétriques en V5, V6. Pourquoi on a des ondes l'indice de Sokolov, c'est quoi? C'est l'onde S en V1 plus l'onde R en V5. Donc, lorsque la somme algébrique de la hauteur de ces ondes dépasse 35, c'est un paramètre en faveur d'une HVG électrique. On a des ondes négatives et asymétriques, c'est-à-dire que ces malades présentent des troubles de la repolarisation secondaires à l'hypoperfusion des couches sous-endocardiques des malades ayant cette forte HVG. Donc, ces malades ayant une forte HVG, donc il y aura un défaut de circulation de sang au niveau des couches sous-endocardiques. Ces ondes T négatives et asymétriques. Également, on peut trouver des troubles de la relaxation du VG avec un sous-décalage du segment ST en B5, B6. Donc, pourquoi en B5, B6? C'est en rapport à, puisque le retentissement, elle est au niveau du cœur gauche. Dans les formes évoluées, on peut trouver des signes d'hypertrophie atriale gauche, c'est-à-dire comme la CFA, d'accord? On peut trouver également les autres troubles de rythme ventriculaire, comme les extrasystoles ventriculaires, qui peuvent être monomorphes ou polymorphes. On peut également trouver des troubles de la conduction, un BBG ou un BAV. Comme j'ai déjà parlé de ça, le BAV est secondaire à l'envahissement des calcifications au niveau du septum interventriculaire. Donc, le passage de ces calcifications vont soit léser le faisceau de His, soit le comprimer, d'accord? Donc, raison pour laquelle ces malades font ces troubles de la conduction. On a opéré des malades avec BAV, mais enfin, on a enlevé l'obstacle. Donc, c'est-à-dire cette compression par les calcifications, c'est-à-dire après décalcification prudente de la valve et l'anneau aortique, les malades reprennent une conduction auriculo-ventriculaire correcte. Et il y a des malades, même après décalcification et enlèvement, les malades gardent toujours ce trouble de conduction. Dans ce cas-là, on a confirmé que le BAV est lié à l'envahissement du faisceau de His par les calcifications, donc les lésions sont irréversibles. On passe. Donc, vous voyez dans cette diapositive, c'est une illustration d'un malade ayant d'un rythme aortique. On voit l'indice de Sokolov, c'est-à-dire en V1, l'onde S en V1, la somme algébrique de la taille de l'onde S en V1, avec l'onde R en V5, d'accord, vous voyez que les normes, donc elle dépasse 35, donc on confirme que le malade a une HVG électrique. Et comme vous savez tous, dans les interprétations de l'ECG, il faut toujours faire la confrontation
des données électriques avec les données cliniques et échocardiographiques. Également, ce malade présente des troubles de la conduction. On voit le BAV de premier degré. Donc, on a un PR qui dépasse 0,20 secondes sur ton des deux. Donc, il a un trouble de conduction. On passe. Également, un autre malade qui présente cet HVG. Vous voyez la somme algébrique de l'onde F en V1 et l'onde R en V5. D'accord? Donc, elle dépasse nettement 35. Donc, ce malade présente un souffle systolique. Donc, il présente plutôt une HVG électrique. On passe suivant. Un autre message qu'il faut avoir en tête, c'est pour une radiographie pulmonaire normale, un ECG normal et l'impact supporteur d'une valvule, n'importe quelle valvulopathie d'ailleurs. On passe à l'ICOCOR, c'est l'examen clé. Donc, c'est un examen non invasif qui repose sur l'utilisation des ultrasons, donc qui a fait évoluer. Donc, on peut confirmer rapidement, après quelques minutes, le diagnostic de cette valvulopathie. Elle permet le diagnostic positif. Pourquoi? Puisque le cardiologue peut calculer l'espace intersigmoïdien lorsqu'il est diminué. Donc, on parle d'un rétrécissement aortique. Donc, le cardiologue peut mesurer la surface aortique fonctionnelle, anatomique et fonctionnelle, parce que le malade a 2 cm², 1 cm, 0,5, 0,6, etc. Le cardiologue peut calculer le gradient transvalvulaire aortique. Donc, on va voir après dans les indications. Donc, les indications d'un traitement chirurgical, c'est à partir du gradient de 47 mm de moyen entre l'aorte et le VG. Donc, il faut proposer ces malades pour la cure chirurgicale. On passe. Donc, le cardiologue peut faire l'inventaire des lésions valvulaires et orienter le diagnostic étiologique. Il peut nous dire que le rétrécissement aortique est d'origine rhumatismale s'il voit la fusion commissurale, ou un rétrécissement aortique lié à un bicuspidie aortique, ou les symphyses, on n'a pas une fusion commissurale avec épaississement, calcification dans la maladie de Mecklenburg. Donc, le cardiologue permet d'apprécier le retentissement de cette valvulopathie en appréciant cet HVG au niveau du septum interventriculaire et la paroi postérieure. Donc, le cardiologue peut faire des mensurations sur l'épaisseur de ces deux parties du VG, le septum interventriculaire et la paroi postérieure, qui sont les plus touchées par cet HVG. Donc, la dilatation, c'est l'augmentation du volume cavitaire. Elle se voit généralement dans les formes évoluées. La dilatation de l'ogier des cavités droites et de l'aorte ascendante. Donc, le cardiologue peut nous mettre dans le compte-rendu d'écho-cœur des mensurations à la fois de l'ogier, du cœur droit et de l'aorte ascendante. Et également, il peut nous renseigner sur les pressions artérielles qui règnent au niveau de la circulation pulmonaire. Donc, le cardiologue peut nous dire est-ce que le rétrécissement aortique il est léger, il est modéré ou il est sévère. Devant ces paramètres, l'espace intersigmoïdien lorsqu'il est inférieur à 8 cm², ou lorsque la surface aortique est inférieure à 0,65 carré, surtout si elle est indexée, elle est inférieure à 0,5 cm² par mètre carré, donc c'est une forme sévère. Un gradient moyen qui dépasse 50 mm de mercure, un indice de perméabilité lorsqu'il dépasse 20 mm. Donc, ce sont des critères échocardiographiques de fiabilité. Donc, le cardiologue permet de rechercher des lésions associées, généralement comme chez nous ou dans les autres centres, surtout africains, vu la cause principale, c'est le rhumatisme articulaire aigu. Comme vous savez que le rhumatisme articulaire aigu ne touche pas uniquement la valve aortique, mais elle peut toucher la valve mitrale et la valve aortique, plutôt tricuspidienne. Donc, on peut retrouver des lésions associées. On passe. Donc, si on récapitule, l'écho-cœur permet de confirmer le diagnostic clinique en montrant l'épaississement et les calcifications valvulaires dont l'ouverture est diminuée, apprécier le degré de gradient, la surface aortique fonctionnelle et anatomique, dans des renseignements étiologiques, on a parlé de ça, apprécier le retentissement sur le VG, est-ce qu'il est hypertrophié dans les formes de début, est-ce qu'il est dilaté dans les formes évoluées, et d'apprécier la fonction systolique, est-ce qu'elle est correcte ou elle est altérée.
recherche une valvulopathie associée qui est fréquente dans les étiologies rhumatismales et une pathologie de l'aorte ascendante qui peut nécessiter des mensurations plus exactes par la réalisation de l'angio-TDM thoracique ou l'angio-IRM thoracique. Suivant. Donc, vous voyez ici dans cette diapositive une image échocardiographique. Vous voyez l'énorme l'HVG du septum, l'augmentation de l'épaisseur dans ce septum interventriculaire qui sépare le VG du VD, d'accord? Et avec une valve aortique, comme vous voyez ici, elle est calcifiée, d'accord? On passe. Ici, sur l'image de gauche, c'est le cardiologue qui réalise les mensurations de l'orifice aortique. C'est la mesure de la surface anatomique fonctionnelle, d'accord? D'accord? Et sur l'image de droite, c'est une image sur le calcul du gradient. Donc, on a un gradient à partir de 45 sur un millimètre de mercure. C'est une indication opératoire. Suivant. Donc, l'icotransoœsophagienne, c'est-à-dire le cardiologue va introduire la sonde par voie œsophagienne. Donc, elle n'est pas très utile en matière de rétrécissement aortique, mais elle est préservée pour préciser une planimétrie difficile, pour mieux évaluer l'anneau aortique. Des fois, le cardiologue n'arrive pas à faire le diagnostic par voie transthoracique. Donc, elle permet d'évaluer les autres valvulopathies associées, surtout mitrales, et en cas de suspicion d'endocardite infectieuse, puisque l'endocardite infectieuse, les patients porteurs de cette valvulopathie sont des patients à haut risque de développer cette complication, surtout dans les soins dentaires ou les gestes invasifs non protégés ou couverts par une antibiothérapie adaptée. Suivant. Donc l'IRM et le scanner étude donc c'est généralement c'est pour l'aorte puisqu'on a déjà que les malades déjà dit ça que les malades ayant une dilatation asymétrique secondaire à cet obstacle aortique, donc il faut les mensurations exactes sont obtenues par l'angioscan ou l'angio-IRM puisque comme vous savez tous l'échocore c'est opérateur dépendant, donc si on pour un même malade si on, le même malade et on a 5 cardiologues qui vont faire. Donc, chaque cardiologue va nous donner les mensurations de l'aorte. Donc, mais la précision, elle est obtenue par l'angioscan et l'angio-IR. On passe. Donc, le cathétérisme, dans les années 70, les années 80, vu le manque de l'écho-cœur, euh, le diagnostic il est confirmé par cathétérisme, mais actuellement, de nos jours, n'est plus indispensable le diagnostic, puisque c'est un examen invasif et les données autrefois obtenues par le cathétérisme sont actuellement obtenues par la réalisation d'un examen simple et facile qui repose sur l'utilisation des ultrasons qui est l'écho-cœur. On passe. La coronarographie préopératoire. Une fois le diagnostic est confirmé par l'écho-cœur, donc il faut demander la coronarographie préopératoire pour les patients âgés de plus de 40 ans, chez les femmes ménopausées ou les patients ayant des facteurs de risque cardiovasculaire. Pourquoi on demande la coronarographie préopératoire? Pour rechercher des lésions au niveau des artères coronaires. Si on trouve des lésions au niveau des artères coronaires, il faut les opérer en même temps que cette valvulopathie aortique. On ne peut pas faire opérer un malade pour anéantissement aortique et on lui laisse une séance serrée au niveau de l'ébia, au niveau de l'artère circonflexe ou la coronaire droite. Donc, il faut faire un geste combiné de revascularisation des lésions serrées avec remplacement de la valve aortique. Suivant. Donc, pour les formes cliniques, il y a plusieurs formes cliniques. Les formes sont HVG. Le mécanisme il est hormonal, se voit surtout chez la femme, donc caractérisé par l'absence des signes électriques et cardiographiques d'HVG. D'accord? Les formes avec dysfonction VG sévère et bas gradient transvalvulaire aortique.
Donc, diagnostic n'est pas toujours évident. Le tableau clinique donc nécessite des gens expérimentés pour faire identifier ces tableaux, d'accord? Puisque les malades vus à un stade avancé vont dysfonctionner leur ventricule gauche. Donc, il y a un VG hypertrophié. On va pas, lorsqu'on calcule le gradient entre l'aorte et entre le VG et l'aorte, on va trouver des gradients qui sont faibles, puisque le VG n'est pas tonique. Donc, à l'écouteur, on trouve des gradients moyens inférieurs à 40 mm et FE 35%. Donc, les formes avec HVG asymétriques donc, relèvent d'une cardiomyopathie primitive et la distinction entre les deux est parfois elle est difficile. Les formes avec maladie coronaire donc, sont recherchées lors de la réalisation de la coronarographie. On trouve des lésions coronaires généralement qui se prêtent à une revascularisation chirurgicale. Et un malade opéré pour un rétrécissement seul n'est pas comme un malade opéré pour un rétrécissement associé à une cardiopathie ischémique. Donc, la durée de l'intervention, le pronostic n'est pas le même. D'accord? On passe. Donc, quels sont les critères de gravité qu'il faut les avoir en tête? Le malade symptomatique, c'est les signes fonctionnels. Un souffle systolique à max systolique. L'abolition de B2 qui témoigne que la valve ne se ferme pas puisqu'elle est les signes, elle est très calcifiée. Les signes de VG de badie cardiaque, l'HVG de tube systolique, lorsqu'on a une surface inférieure à 1 cm², chez les malades ayant un gradient VG dépasse 50 mm de mercure, et si on a un index de perméabilité qui dépasse 25%. Donc, ce sont les critères cliniques et échocardiographiques pour parler d'un lutissement aortique grave ou non. Les malades porteurs d'un lutissement aortique serré et sévère, donc il faut les proposer le plus tôt possible pour une cure chirurgicale rapide. On passe. Donc, pour le diagnostic différentiel, il faut éliminer les pathologies qui peuvent avoir le même tableau clinique, comme les malades ayant une cardiomyopathie hypertrophique. Cardio, c'est le cœur. Myopathie, donc, c'est une hypertrophie sans valvulopathie sous-jacente. Donc, le cardiologue, lors de la réalisation de l'écho-cœur, il ne trouve pas cet obstacle au niveau de la valve aortique, mais il trouvera cet HVG. Arrêtissement aortique sous-valvulaire, c'est une cardiopathie congénitale où on va trouver une membrane, un anneau sous la valve aortique. Arrêtissement aortique supravalvulaire, c'est un obstacle également congénital. Donc, au-dessus du kyste aortique, on trouve des bourrelets, des anneaux, des membranes. Donc, c'est un arrêtissement aortique supravalvulaire aortique. C'est pas d'origine, c'est pas valvulaire aortique. L'excellence pulmonaire, c'est une cardiopathie congénitale caractérisée par la présence d'un obstacle au niveau de la valve pulmonaire. Donc, le souffle est au niveau du deuxième espace intercostal gauche. Donc, c'est l'écho-cœur qui permet de trancher entre les deux tableaux, lutissement pulmonaire et lutissement aortique. Donc, le diagnostic différentiel est toujours redressé par l'écho-cœur. Pour l'évolution et les complications, sont longtemps bien tolérées, mais en absence de traitement, l'évolution se fait vers la majoration de la sténose, puis vers les complications. La première complication, c'est l'endocardite infectieuse. Elle est peu fréquente, heureusement. Les embolies calcaires secondaires au détachement des calcifications présents au niveau des cusps aortiques. Si ces emboles partent, on a perdu plusieurs malades avant l'intervention. Avant la programmation des malades au bloc opératoire, par cet accident, le détachement d'une plaque va obstruer rapidement le cirque coronaire gauche. Malade, c'est la mort. Même l'arrêt cardiaque n'est pas récupérable puisque la coronaire elle est complètement obstruée. Les troubles de la conduction, c'est les BAV. On a parlé des mécanismes de BAV, soit la compression, soit la destruction du faisceau du par l'envahissement calcaire. Les troubles de rythme secondaires à la dilatation atriale ou la dilatation et l'HVG ventriculaire. L'insuffisance cardiaque secondaire à l'évolution de cette valvulopathie. Et comme enfin la mort subite qui se voit dans 25% des cas, la raison pour laquelle il faut proposer ces malades plus tôt pour la cure chirurgicale pour éviter cette complication fatale. Suivant.
quel est le pronostic de ces malades? La survie moyenne après l'apparition des premiers signes cliniques. Donc, les malades généralement ne survivent pas après 5 ans après l'apparition de la dyspnée d'effort, 5 ans après l'apparition de longueur d'effort, 3 ans après l'apparition de syncope d'effort. Si le malade développe une IVG ou une insuffisance ventriculaire gauche, la survie ne dépasse pas une année. S'il développe une insuffisance cardiaque globale, la survie ne dépasse pas 6 mois. Euh, Donc, d'où l'intérêt ou le message à retenir en tête est de proposer ces malades, une fois le diagnostic est confirmé, le plus tôt à la cure chirurgicale. Donc, on terminera avec le chapitre thérapeutique. Quels sont les buts? Il faut relever l'obstacle valvulaire aortique. Il faut préserver la fonction VG. Un malade opéré à un stade de VG, fonction VG correcte, n'est pas un malade opéré à un stade avec VG de dysfonctionné. Éviter les complications comme les endocardites, les troubles de rythme, les ACFA, les extrasystoles ventriculaires, etc. Quels sont les moyens pour le traitement médical? J'ai déjà parlé de ça. Il n'y a aucun traitement médical qui permet la guérison de cette valvulopathie. Généralement, le traitement médical repose sur l'utilisation des antibiotiques dans le cadre de la prophylaxie de l'endocardite infectieuse ou chez les malades ayant développé une insuffisance cardiaque à gauche où il faut leur administrer les diurétiques, les doliprane et les digitaliques. On passe. Il y a également d'autres moyens interventionnels, mais comme la valvulopathie aortique percutanée, elle a été abandonnée généralement c'est une technique aveugle. Généralement, c'est des malades qui développent des déchirures ou des insuffisances aortiques par déchirure du cuspe aortique, puisque le ballonnet va déchirer ces cuspes aortiques. Et également, il y a un risque embolique. Et ces ballonnets peuvent mobiliser ces calcifications et peuvent entraîner des complications dramatiques. Généralement, c'est une technique qui a été abandonnée dans la majorité des centres de cardiologie interventionnelle, mais actuellement, c'est le TAVI, c'est l'implantation par voie percutanée des bioprothèses chez les patients fragiles dont l'espérance de vie ne dépasse pas une année, c'est-à-dire c'est des malades qui ne peuvent pas subir une chirurgie à cœur ouvert puisqu'ils ont une insuffisance rénale ou un tableau de BPCO, ou là ils sont très âgés, ou là ils ont beaucoup de facteurs de comorbidité, d'accord, avec un risque de mortalité post-opératoire élevé. Donc, au lieu d'ouvrir le thorax et de faire une chirurgie à cœur ouvert, intuber, faire une anesthésie générale, tout ça, c'est néfaste pour ces malades qui sont déjà fragiles. On peut implanter la voie, mais le coût de ces bioprothèses sont très élevés, donc ça dépasse les 30 000 euros, d'accord. Donc, il faut avoir des centres qui sont dotés de ces moyens qui sont très chers. On passe. On voit ici le guide utilisé, la bioprothèse utilisée pour remplacer ces valves aortiques malades. D'accord, c'est des bioprothèses. C'est le cathé introduit par voie fémorale pour placer la valve au niveau de l'orifice aortique. C'est le TAVI. On passe. Pour le traitement chirurgical, il n'y a aucun traitement, c'est le remplacement valvulaire aortique. Vous voyez sur l'image en bas, donc c'est une valve aortique enlevée chirurgicalement. Vous voyez les calcifications, la déformation de la valve avec rétraction de la surface de chaque cuspe aortique, d'accord? Donc elle a été enlevée en intégralité, d'accord? On voit ici même la surface des cons. Donc c'est une valve aortique atteinte rhumatismale, d'accord? Donc, le message également aortique, tout patient porteur d'un ralentissement aortique doit être candidat à la chirurgie. Dans ces diapositives, donc on passe, dans ces diapositives, on voit les deux types de substituts utilisés pour remplacer les valves aortiques malades ou la valve mitrale. Sur l'image de gauche, c'est des prothèses mécaniques dont le principal avantage, c'est la durabilité. Elles ont une durabilité à vie. Donc, le malade n'a pas besoin de refaire une autre intervention, d'accord? Donc, mais il nécessite la prise de traitement anticoagulant de Centran à vie. Donc, ces malades prennent de Centran
ou les antivitamines K à vie pour éviter la formation des thrombus au niveau de ces prothèses mécaniques. En revanche, sur l'image de droite, on a les bioprothèses qui sont fabriquées à partir des valves de porc ou à partir du pédicarde de veau, d'accord? Mais le principal inconvénient, c'est la durée de vie. Donc, la durée de vie ne dépasse pas entre 10 et 15 ans. Donc, le malade sera candidat à une autre intervention pour replacer ces valves après 10 à 15 ans, d'accord? Puis ça dégénère avec le temps. Mais le principal avantage de ces bioprothèses, c'est que le malade ne nécessite pas la prise des antivitamines K, donc il n'y a pas de risque hémorragique, d'accord? Mais ils ont le risque de cette complication, c'est la dégénérescence après plusieurs années, et le malade il sera dans l'obligation de refaire une autre intervention avec le risque. Les bioprothèses généralement sont indiquées chez les malades, chez les femmes jeunes désireuses de grossesse pour éviter les hémorragies de postpartum et les thromboses du péripartum. Sont indiquées chez les malades qui ont des troubles psychiatriques ou c'est des malades qui ne peuvent pas prendre le Centran ou faire le contrôle périodique des NR, d'accord. Et également chez les malades qui souffrent de maladies hémorragiques comme la rectocolitis hémorragique ou un ulcère gastrique évolutif qui est saigne. Donc on ne peut pas les mettre sous Centran. Donc, majore le saignement et le risque de complications hémorragiques. Donc, on préserve ces bioprothèses pour cette population de malades. Ou c'est un choix personnel. Des fois, on trouve des malades n'ayant pas ces complications, ces pathologies qui entraînent le saignement, mais ils préfèrent de vivre sans faire des contrôles. D'accord? Chacun, le choix également du malade, il faut le prendre également en considération. On passe. Pour les résultats, la mortalité opératoire elle est réduite, elle varie entre 3 et 5% des cas. Donc, après le remplacement, il y aura la disparition de la symptomatologie à l'effort. La survie, comme vous voyez, elle dépasse 50% des malades au-delà de 15 ans. Donc, les malades vont avoir une survie correcte. Suivant. On termine avec la conclusion. L'apparition des symptômes marque un tournant évolutif. L'apparition d'une dysfonction systolique du VG indique un second tournant évolutif qui aggrave la mortalité chirurgicale. Donc on arrive à la fin de cette présentation. J'espère que j'ai bien présenté cette présentation. Et je vous passe la parole pour d'éventuelles questions. À vous la parole, docteur. Désolée, professeur, mon micro ne s'activait pas. Merci beaucoup pour cette très bonne présentation et surtout merci pour votre patience pendant les réajustements liés aux soucis techniques. Je voudrais également remercier tous les participants pour votre patience également et pour votre écoute attentive. À présent, nous allons débuter la deuxième partie de cet atelier, la phase des questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions en levant la main et en ouvrant votre micro après sollicitation ou directement dans le chat et je me chargerai de les relayer au professeur. Alors, qui veut bien commencer? Je vois M. Aboubakar dans le chat. Merci vraiment au professeur pour cette brillante présentation. Alors, si vous avez des questions, vraiment, sentez-vous libre. Ça peut aussi être des partages d'expérience. Est-ce que vous avez déjà eu à faire un rétrécissement aortique en pratique clinique? Comment ça s'est passé? Donc, n'hésitez pas. Sentez-vous libre.
OK. En attendant, peut-être qu'il y ait des questions, je vais rappeler rapidement la procédure d'obtention d'attestation de ce webinaire. Donc, pour obtenir l'attestation de suivi, vous vous connectez juste à la plateforme Rema Learning, à votre compte si vous en avez déjà. Mais sinon, vous pouvez directement en créer. On va mettre la procédure, donc vous aurez le lien pour créer un compte. Ensuite, vous allez cliquer, vous allez dans la rubrique webinaire passé, vous tapez le titre, le thème du webinaire du jour, rétrécissement aortique. Vous allez cliquer sur le bouton obtenir une attestation qui est généralement disponible 2 à 3 heures maximum après la mise en ligne du replay. Ensuite, vous répondrez, vous serez soumis à un questionnaire auquel vous devez répondre et vous réussirez à ce questionnaire lorsque vous obtenez 60% de bonnes réponses aux questions qui vous seront posées. Vous pouvez ensuite télécharger aisément votre attestation. Donc, pour toute autre préoccupation, vous pouvez nous joindre par WhatsApp au plus 229 01 96 50 81 30. Plus 229 01 4 plus 229 01 96 50 81 30. Donc, je remets la procédure dans le chat. OK, la procédure est déjà dans le chat. Donc, si vous avez des préoccupations, des questions, n'hésitez pas à nous joindre par WhatsApp. Merci. Alors, nous n'avons toujours pas de questions. Donc, je suppose que tout a été bien compris. Professeur, je voudrais vous demander si vous pouvez nous faire un petit résumé de l'essentiel des points clés qu'il faut garder de la thématique du jour avant que nous ne concluions. Merci. Oui, bien sûr, docteur. Donc, un petit résumé sur cette valvulopathie. Donc, c'est un obstacle. Le rétrécissement aortique, c'est un obstacle à l'éjection systolique du ventricule gauche vers la haute en systole, raison pour laquelle, comme vous avez vu, que la majorité des symptômes auscultatoires se voient en systole, d'accord. Donc, le malade atteint de cette valvulopathie va se présenter à la consultation suite à une symptomatologie fonctionnelle, soit une dyspnée d'effort ou un essoufflement d'effort lors de la marche ou la montée des escaliers, un longueur d'effort ou des syncomes. Donc, il faut l'avoir en tête, la triade symptomatique à l'effort. Cliniquement, il faut toujours rechercher ce fameux souffle. Donc, pourquoi les malades ont un souffle? Donc, puisque le passage du sang à travers un orifice aortique est ici, donc il va engendrer ce souffle rudrapeux mésosystolique au niveau du deuxième espace intercostal droit avec irradiation vers la région cervicale. Donc, une fois que vous avez suspecté le diagnostic, vous allez demander quelques examens complémentaires, dont le CG et la radiographie pulmonaire et enfin l'échocœur. Donc, le CG, radiographie pulmonaire normale, n'élimine pas que je suis porteur de cette valvulopathie. Le seul examen paraclinique qui permet de confirmer ou d'éliminer cette valvulopathie, c'est l'échocœur. Donc, c'est l'échocœur qui va vous montrer, confirmer le diagnostic. Il va vous donner également d'autres détails concernant le gradient, concernant la surface aortique fonctionnelle et anatomique, concernant la fonction du ventricule gauche, concernant est-ce qu'il y a d'autres valvulopathies ou non associées, et l'étiologie, comme on a déjà parlé, elle est dégénérative, rhumatismale ou liée à cette cardiopathie congénitale qui est la bicuspidie. Donc, une fois que vous avez confirmé le diagnostic, vous allez adresser le malade rapidement vers le centre de chirurgie cardiaque le plus rapidement possible, puisque vous avez vu, dans 25% des cas, ces malades vont faire la mort subite, le risque de mort subite, d'accord? Soit secondaire à un trouble de rythme ventriculaire grave, soit secondaire au détachement de ces calcifications au niveau des osseilles coronaires, et c'est la mort imminente, d'accord? Donc, une fois le malade adressé dans les services de chirurgie cardiaque, donc il sera vu par un cardiologue, un chirurgien, ils vont lui compléter le bilan. Généralement, on demande une coronarographie. Si le malade est âgé de plus de 40 ans, il s'agissait d'une femme ménopausée, ou si on est devant un patient avec beaucoup de facteurs de risque. D'accord. Avant l'intervention chirurgicale, après avoir vérifié que tous les bilans étaient réalisés, donc on va discuter avec le malade le choix de la prothèse. Est-ce qu'il veut choisir une prothèse mécanique? Est-ce qu'il veut choisir une prothèse biologique? D'accord. Après, on va opérer le malade selon son choix ou selon les pathologies sous-jacentes. S'il a un rétrécissement
s'il a électrocolitis séromagique, donc on va le conseiller de faire un remplacement par la bioprothèse pour éviter la prise des antivitamines K qui peuvent majorer le saignement lors des poussées de la rectocolique séromagique. S'il s'agissait d'une femme jeune désireuse de grossesse, on peut proposer une bioprothèse, d'accord, etc. Donc, le message, le take-home message, donc, il ne faut pas hésiter, ou peut-être que vous allez rencontrer dans vos familles. Donc, n'importe quel malade porteur de cette valvulopathie, il faut toujours le convaincre à faire un remplacement valvulaire, puisque si le malade reste sans remplacement valvulaire, comme on a déjà que cette valvulopathie, elle n'a pas un traitement médical, le traitement n'est que chirurgical, donc il faut toujours les envoyer le plus tôt possible vers les centres de chirurgie cardiaque pour faire le remplacement. Donc le refus ou la perte de temps va dans plusieurs mois, plusieurs années nuire avant que le myocarde sera fragile et altéré, d'accord. Moi, je préfère personnellement d'opérer les malades avec fonction VG correcte que de les opérer à un stade final avec dysfonction VG. Donc, le gain post-opératoire est moindre et les faibles par rapport aux patients opérés à un stade avec VG conservé, avec fonction VG conservée. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur. C'est nous qui Également, vous je vous remercions. remercie énormément, Olivia, pour votre animation, d'accord? À Merci la beaucoup, prochaine, pour professeur. la Non, semaine prochaine. professeur, attendez, Oui, professeur, il y a une main levée. Je pense qu'il y a une question que nous allons prendre rapidement. oui. Docteur Abdoulaye, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question ou préoccupation. Merci. Docteur Abdoulaye, vous êtes là? Oui, oui, je suis D'accord. là, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Merci, ça va bien. Merci, D'accord. cher professeur, pour la présentation. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui ce matin. J'ai quelques préoccupations. Je vois que chez certains patients, on observe un épanchement pleural. Je me demande quel est le mécanisme qui conduit à cet épanchement. Et deuxièmement, la deuxième question, on voit chez les enfants qui font des angines à répétition, le plus souvent dû au streptocoque bêta hémolytique, font également rhumatisme articulaire aigu. Quelle est la particularité pour que la bactérie se diffuse uniquement au niveau de ces valves? Merci beaucoup. Oui. Pour la première question concernant les épanchements pleuraux, généralement, c'est secondaire à une décompensation cardiaque, surtout droite, dans les formes évoluées. D'accord. Donc, la dysfonction VD, on va trouver pas uniquement les épanchements pleuraux, mais on va trouver les œdèmes au niveau du membre inférieur, de la cycle, la déficience jugulaire et à la palpation abdominale, on peut trouver le foie cardiaque. Mais ces tableaux d'épanchement se voient généralement dans les formes évoluées avec décompensation cardiaque droite. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, pourquoi ces enfants font de rhumatisme articulaire aigu secondaire à cette infection par le germe streptocoque bêta-hémolytique du groupe A? Pourquoi? Puisqu'il y a une apparenté antigénique entre ces germes et quatre tissus de notre corps. Quels sont ces tissus? On a le corps, on a le cerveau, et on a le système nerveux central, et on a le tissu sous-cutané. Donc, cette apparenté antigénique, raison pour laquelle donc les anticorps produits suite à une infection par le germe bêta-hémolytique du groupe A donc vont attaquer à la fois le germe et ces quatre tissus. Raison pour laquelle les manifestations majeures du rhumatisme articulaire sont les cardites, sont la choride de Sidney pour les complications neurologiques, d'accord, sont les nodosités sous-cutanées également dans les formes majeures, et c'est également d'accord. Donc c'est l'apparenté antigénique entre ces germes représentés par le streptocoque bêta-hémolytique et ces quatre tissus, d'accord. D'où l'intérêt de la prévention, de traiter correctement n'importe quelle angine, d'accord, correctement à temps
d'accord, par une antibiothérapie correcte pour éviter, d'accord, la formation de ces anticorps qui vont attaquer à la fois le germe et les cas tissus suscités. J'espère que j'ai bien répondu à vos deux questions, docteur Abdoulaye. Oui, oui, effectivement, oui, j'ai déjà noté. Et excusez-moi, je reviens encore ici. Au niveau de l'introduction ou de l'intérêt, j'ai vu il y a une prédisposition masculine pour la pathologie. Oui, Est-ce que vous pouvez nous développer un peu sur ces points? Merci. la prédominance, c'est des constatations épidémiologiques. Lorsque les épidémiologues font la collecte des données, l'analyse des données, c'est elle qui a révélé ça. Par exemple, en revanche, la semaine prochaine, on va voir le lutissement mitral, il est plus fréquent, d'accord? Il est plus fréquent chez les femmes, d'accord? C'est les constatations et puis c'est l'analyse des données collectées qui révèle ça, d'accord? C'est des constatations épidémiologiques, d'accord? Lors du traitement des données. Ok, d'accord. Merci beaucoup, cher professeur. Merci à vous. Merci, professeur. Merci, docteur Abdoulaye. Alors, nous n'avons pas d'autres questions, ni dans le chat et pas de mail levé. Donc, merci à tous et on se retrouve samedi prochain pour le rétrécissement mitral. Très bon Merci à vous, week-end. Olivier. Merci, professeur. À bientôt.